je me tourne maintenant vers Madame Esther Djossa, qui est militante porte-parole du Parlement francophone de la jeunesse et présidente de l'US Bénin Women Alumni Association. Esther, c'est à vous. Merci pour tout. À la suite du professeur, je voudrais ajouter ma petite participation sur le rôle des femmes dans le développement en Afrique. Et mon intervention va aller plutôt du côté du rôle des femmes dans la société civile. Parler du rôle des femmes africaines dans le développement de l'Afrique reste une tâche très difficile puisqu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et j'essaierai quand même de mettre un accent particulier sur ce que les femmes, qu'elles soient chefs d'entreprise, politiques ou également commerçantes ou ménagères, apportent pour pouvoir faire avancer le droit des femmes dans le monde et particulièrement en Afrique. Alors, on se souvient très bien de la conférence de Beijing en 1995 qui a quand même permis de regrouper pour la première fois uniquement les femmes autour des questions de droits de femmes et tout ce qui est connaissent aux droits de l'homme. Et au Bénin, tout particulièrement, nous avons plusieurs associations de femmes qui travaillent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, même si de plus en plus on manque de documentation sur leur combat et sur ce qu'elles arrivent à permettre à atteindre comme objectif. Et je voudrais aujourd'hui partager quelques acquis quand même grâce à la lutte des femmes au Bénin. Et quand je prends l'Association des femmes juristes du Bénin, qui a été créée en 1990, si aujourd'hui la Constitution du Bénin met la femme et l'homme sur un même pied d'égalité, c'est grâce à leur combat, c'est grâce aux plaidoiries portées par cette organisation. Et si aujourd'hui nous avons un code des personnes et de la famille qui valorise la femme et qui donne le pouvoir autant à la femme qu'à l'homme dans le foyer, c'est bien sûr grâce à cette association de femmes qui s'est vraiment battue pour pouvoir faire adopter un tel texte. Et plus loin, je parlerai aussi de la FEDAFE Bénin, qui est une organisation présente dans 27 pays et qui, grâce à qui on a pu quand même adopter, donc les États ont pu valider les conventions liées aux droits des femmes et même à arriver à les faire respecter par ces États. En ce qui concerne les femmes commerçantes, donc qui ne sont pas forcément dans des associations, elles arrivent à se regrouper, à cotiser, donc à faire des tontines. On appelle ça au Bénin généralement des tontines. Et grâce à ces tontines, elles arrivent à financer d'autres femmes pour pouvoir commencer des activités génératrices de revenus, puisqu'elles ne sont pas forcément instruites, elles n'ont pas les moyens de mettre en gage des biens auprès des banques pour pouvoir bénéficier d'un prêt, elles arrivent quand même à se mettre ensemble pour pouvoir lever la barrière de mobilisation de fonds pour le financement de leurs propres activités. Et chose curieuse qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le rôle des femmes également en temps de guerre, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Un fait marquant, en juillet 2003, un événement extraordinaire s'est produit au Libéria. Il s'agit du mouvement pacifiste Women of Liberia Mass Action for Peace, dirigé par Leymah Gbowé, une femme de 31 ans qui a réussi avec son équipe de femmes à pousser les chefs de guerre à conclure un accord de paix, mettant ainsi fin à 10 ans de guerre civile. Pour dire que les femmes dans les associations, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent à se mettre ensemble, arrivent à faire bouger de très grandes lignes, même si on ne les documente pas forcément, même si aujourd'hui, on n'a pas fait une étude pour pouvoir quantifier le rôle que jouent les femmes dans l'évolution des droits, que ce soit des droits des femmes que des droits de l'humanité. Et donc, pour continuer toujours dans la même dynamique, après la conférence de Beijing en 1995, nous avons quand même remarqué une nette amélioration de la prise de pouvoir par les femmes, et en commençant par l'Union africaine, qui a franchi une étape importante en encourageant la parité des sexes au poste de décision.
Et donc, en 2003, 5 femmes et 5 hommes ont été élus commissaires au niveau de l'Union africaine. Et l'année qui a suivi, Madame Gertrude Mongela a été nommée à la direction du Parlement panafricain de l'Union africaine, donc ce qui était pour la première fois une femme qui prend la tête d'une telle organisation. Et plus loin, d'autres organes de l'Union africaine ont emboîté le pas, ainsi que dans la sous-région, on a même connu des femmes présidentes élues aux urnes. Et pour pouvoir finir mon intervention, je voudrais mettre l'accent sur le combat des associations des femmes au Bénin à la suite de la Constitution que nous avons pu quand même adopter, permettre d'avoir une loi plus paritaire, basée plutôt sur l'égalité. Nous avons Rifonga Bénin qui a réussi à former beaucoup de femmes sur les questions politiques, notamment en les encourageant à rentrer en politique, en les encourageant à rentrer dans les partis politiques. Et je peux déjà vous dire que la première vice-présidente du Bénin, donc puisqu'on a fini les élections récemment, la première vice-présidente, donc policière du candidat Patrice Talon, est une femme qui a été formée par ce réseau, donc par Rifonga. C'est eux qui lui ont fait faire ses premiers pas dans la politique. Elle a ensuite été conseillère, puis élue communale, députée et aujourd'hui première vice-présidente. Pour dire, si ces organisations n'avaient pas eu l'idée de mettre en œuvre des projets pour soutenir les femmes, les encourager, leur montrer le chemin, leur dire qu'elles sont tout aussi capables de gérer, de diriger que les hommes, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui on ait une vice-présidente au Bénin. Également, la Benin Women Alumni Association fait son petit bonhomme de chemin. C'est une organisation qui regroupe toutes les femmes ayant bénéficié des programmes américains au Bénin. Et aujourd'hui, l'organisation accentue plus ses actions sur les jeunes filles et les femmes. Donc, surtout encourager les femmes à continuer les études, à aller de l'avant, à militer dans les partis politiques et ainsi également les organisations de la société civile, afin de pouvoir apporter leur pierre au développement et à la construction du pays. Elle encourage notamment la prise de pouvoir par les femmes, que ce soit au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc, pour finir, je voudrais vraiment dire que les organisations de femmes mènent un grand combat en ce qui concerne le développement de leur pays, du continent, même si de moins en moins on en parle, tout comme le rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité. Il est important aujourd'hui de faire un retour en arrière pour pouvoir évaluer tout ce que les femmes ont apporté grâce à leur militantisme, grâce à leur combat pour l'évolution du droit des femmes, mais surtout pour encourager la prise de pouvoir par les femmes. Je vous remercie. Esther, vous avez évoqué dans votre intervention le fait que les associations féminines contribuent à construire les femmes qui contribuent à la parité. Vous voulez développer ce point-là? Mais avant, Esther, à la suite de cette réponse, tu pourras rapidement revenir sur en fait quelles sont les réelles difficultés qui font que les femmes ne s'engagent pas réellement et puis les approches de solutions que tu as. Ça va faire peut-être une série de 3 questions à mener. Merci Esther. Merci Estelle, merci José. Donc, comme je le disais tantôt, les associations de femmes contribuent fortement à l'évolution des droits de femmes, notamment à mieux reconnaître leurs droits, à favoriser l'éducation des filles à travers les projets qui sont mis en eux, mais surtout à les soutenir, à s'engager en politique pour pouvoir prendre aussi leur place. Au Bénin, plus spécifiquement, on a essayé il y a quelques années de passer une loi sur le quota, mais cette loi ne pouvait pas passer parce que c'était en contradiction avec notre constitution qui reconnaissait le droit des hommes et des femmes. Les deux sont égaux devant la loi. Par conséquent, il faudrait privilégier la parité. Et justement, en prenant exemple sur le Rwanda, le Sénégal, le Bénin a su rédiger une nouvelle loi qui favorise la parité pour surtout encourager les femmes à militer dans les partis politiques pour se faire réélire. Pour la petite histoire, au Bénin, sur les 85 députés que nous avons, c'est à peine si nous avons 7 femmes élues.
Et donc, l'écart est tellement grand. Parfois, ça monte, parfois, ça descend, mais on n'a pas encore atteint une seule fois 10, 20 femmes parmi les députés. Et sur la vingtaine de ministres que nous avons, c'est à peine si nous avons 4 femmes également. Donc, pour montrer le creuset, donc c'est très difficile en fait en termes de participation et d'élection des femmes aux élections. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et positif à partager, c'est la force que portent les organisations féminines, même si les femmes ne sont pas forcément au pouvoir sur le plan politique, elles sont au pouvoir sur le plan social parce qu'elles dirigent beaucoup d'associations. Elles sont vraiment écoutées dans leur plaidoirie par le gouvernement. Et si nous avons un certain nombre de lois aujourd'hui qui facilitent l'accès des filles à l'éducation, l'accès des femmes à l'eau potable, à l'électricité, l'accès des femmes au microcrédit et autres, c'est fondamentalement grâce aux luttes des associations féminines. Et sur la question des difficultés, comme je l'ai dit, les difficultés généralement en termes de militantisme des femmes en politique au Bénin, c'est surtout les questions de positionnement, parce que les femmes, elles sont en premier rang pour mobiliser des gens, pour pouvoir sensibiliser sur les élections, pour faire campagne. C'est elles qu'on met généralement devant parce qu'elles sont au sein de la communauté, elles maîtrisent mieux les enfants, les jeunes, les adultes, elles sont plus écoutées, mais au moment du positionnement sur les listes, malheureusement, on ne pense pas surtout à les mettre. Et quelquefois, quand on pense à les mettre, on les met en dernière position parce qu'on sait qu'elles vont vraiment mouiller le maillot, faire militer beaucoup de gens. Et avant qu'on arrive à les élire, on aurait élu peut-être 4 ou 5 hommes avant. Donc, c'est la grosse difficulté. Mais aujourd'hui, les associations féminines sont en train de travailler à pouvoir faire un homme, une femme, un homme sur les listes, notamment pour les communales et puis pour les législatives. Et déjà qu'on a une femme vice-présidente pour la première fois, on espère que ça va se rééditer et pourquoi pas dans les prochaines années, une femme présidente. Je me tourne vers Esther pour savoir si vous avez une bonne pratique ou une mesure qui change les choses sur le terrain et qui pourrait donner des idées à d'autres. Si vous avez votre micro qui est allumé. Merci Estelle. Alors, en termes de bonne pratique, je ne pourrais pas dire qu'il y a de solutions toutes faites. Ce que je note de l'expérience du Bénin et de tout ce que je vois autour également, c'est la détermination. La détermination, la pugnacité des organisations. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a quelques années encore, si on me disait qu'on aurait une femme vice-présidente au Bénin, on ne l'aurait pas cru. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et donc, il faudra juste continuer le combat. Ne pas laisser la sensibilisation, surtout dans l'éducation, comme beaucoup l'ont déjà souligné, continuer par dire aux filles et aux femmes qu'elles sont capables, qu'elles peuvent aussi le faire, et dire également aux hommes et aux garçons que c'est à eux de soutenir les jeunes filles et les jeunes femmes à aller de l'avant. Donc, ce n'est pas seulement l'inverse, donc ce n'est pas seulement derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Non, mais derrière une grande femme, il y a aussi un grand homme. Donc, il faudra que les gens comprennent que c'est dans les deux sens, ce n'est pas unique et l'homme comme la femme peuvent avoir la possibilité de diriger, donc de gouverner. Et tout à l'heure, il y avait une question dans le chat par rapport à la discrimination positive. Est-ce que favoriser le quota, ce serait l'idéal? Ce ne serait pas très, très idéal puisque ce serait réussir à nous embrigader parce que si on arrive à faire passer une loi sur le quota plutôt qu'une loi sur la parité, ce qui va se passer, c'est que les hommes vont juste se contenter de dire on a dit 30%, vous êtes déjà 30%, donc ça va. Alors que si c'est la parité, chaque jour, on travaillera à avoir un nombre plus élevé pour qu'un jour, on puisse vraiment arriver à une égalité et ne pas cloisonner les femmes sur un nombre limite où on va dire il faut juste faire en sorte qu'elles soient 10 ou 15 et si elles sont 15, c'est bon, le quota a dit 30%, donc on a déjà les 30%. Donc,
je privilégie vraiment la route de la loi sur la parité parce que je pense que ça va permettre de continuer par travailler, à surtout sensibiliser les filles sur la nécessité de militer, de s'engager. Et comme un projet l'a fait au Bénin, donc le projet RECAFEM, que nous sommes en train d'implémenter sous une autre forme aujourd'hui, former les femmes en politique. C'est vrai, il faut faire de la politique, mais il faut aussi être préparé psychologiquement pour savoir que ce n'est pas un terrain de jeu. Il y aura beaucoup de coups bas, il y aura des déceptions et il ne faut pas s'enfermer dans sa chambre seulement pour pleurer, mais après avoir pleuré, il faut se relever, recontinuer le combat parce que c'est au bout de l'effort que ça va venir la réussite et la victoire. Merci Esther. Je reste avec vous juste un instant parce que je vous écoutais sur la question de la parité et des quotas. Christine Lagarde, qui est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne, après avoir été à la tête du FMI, qui est une féministe connue et reconnue, a pris la parole récemment en revenant sur cette question des quotas et de la parité, en se disant totalement favorable aux quotas, avec cet argument. Je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude en disant qu'au rythme où ça a avancé au niveau de la parité, on ne serait à la parité que dans 150 ans. Et que donc, les quotas étaient peut-être des étapes plus réalistes, mais en tout cas qui permettaient d'avancer. Et ça me permet de rebondir en fait là-dessus parce que Pascal Pérou a demandé dans une des questions, est-ce que les débats en Occident influencent le féminisme en Afrique selon vous? Je mentirais si je disais que les débats en Europe et sur le continent américain n'influençaient pas le féminisme au Bénin. Ça influence beaucoup. Et comme le disait Aïssatou, il faudrait qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut léguer à la génération à venir. Qu'est-ce que nous, on veut leur donner? Est-ce que c'est le féminisme tel que pensé en Europe ou le féminisme contextualisé avec nos réalités et nos modes de vie? Puisque la question du quota, à première vue, ça paraît extraordinaire. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça peut être également un piège puisqu'on a réussi à mettre l'homme et la femme sur un même piédestal au niveau de la Constitution. Donc, ils sont tous égaux devant la loi. Et pourquoi voudrait-on mettre en fait ensuite un quota? Ce serait non seulement brimer, donc aller contre la Constitution qui les reconnaît déjà au niveau égal, mais non seulement ça, c'est aussi arriver à assujettir les femmes parce que les hommes, ils ne veulent jamais donner plus de place. Hein. Si vous contentez de ce que vous avez, ils ne vont pas se gêner. Ils vont juste se dire sur les listes, arrangeons-nous pour avoir 30% et quand on a 30%, c'est fini, on aura respecté la loi et on ne va pas nous demander plus que ça. Alors que si on arrive à une loi sur la parité, on sait que le travail va être progressif, mais un jour, on va quand même arriver, même si ça va être 100 ans. Je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'à 100 ans, puisque aujourd'hui, quand je regarde le Rwanda, quand je regarde Centrafrique, quand je regarde le Togo à côté, où aujourd'hui on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, moi, je me dis ça évolue, puisque pour avoir eu la chance de représenter les jeunes au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je vous dis, en 2017, lors de la session des présidents de l'Assemblée nationale, j'étais la seule fille à l'intérieur. En fait. J'étais genre, waouh, c'est un monde d'hommes. Je suis une jeune fille, une toute petite, et j'étais la seule femme parmi tous ces présidents d'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la donne change progressivement. On a plus de femmes, premières vice-présidentes, présidentes de l'Assemblée nationale, et ça va continuer par s'améliorer. Il ne faudrait pas qu'on se ferme sur une question de quota, mais ce serait beaucoup mieux qu'on travaille à la parité. Je me tourne vers Esther Djossa pour le mot de conclusion. Merci beaucoup, merci Estelle. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour dire merci à Madame Adjaratou pour sa participation, merci à Aïssatou Leblanc et merci à Madame la députée de Centrafrique pour cet excellent moment d'échange. J'en ressors grandie et contente. Mon seul vœu aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver le moyen de documenter tout ce que font les réseaux de féministes et de femmes pour l'évolution des droits des femmes et de l'humanité
afin qu'un jour, on puisse dire, oui, les femmes n'occupent pas, certes, aujourd'hui, des grands postes politiques, mais elles ont quand même une force d'action, elles arrivent à faire bouger les lignes et elles ont quand même réussi à donner une meilleure image à l'Afrique et à contribuer à son développement. Merci beaucoup, Esther.